République, oui, la République, nous allons une fois de plus en parler dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro. Le chef de l'État a prononcé le dernier discours de son premier quinquennat, s'il aura le deuxième, là on ne sait pas. Devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. On va faire un regard croisé sur ce plateau de ce discours, mais aussi il y a l'actualité qui court, l'élection, le processus électoral qui est déjà dans un virage très délicat. Le gouvernement de la République promet et assure que les financements sont là, mais il y a des doutes qui persistent quant à la tenue. Il y a eu ce lundi le cadre de concertation qui a réuni les candidats présidents de la République au scrutin de décembre 2023, mais le code de bonne conduite n'a pas été signé par les parties prenantes. Est-ce que nous allons à ce scrutin sans ce document très important pour le comportement des candidats? Pour parler justement de tous ces sujets, je suis ici avec deux invités, bien évidemment à ma droite, à votre gauche, à gauche de votre télévision, j'ai Faustin Chimanga qui est communicateur de LGD Parti Cher à Matata Pognon. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup pour votre invitation. Merci à ceux qui nous suivent et tous les Congolais de partout où ils sont. Nous les saluons et nous espérons que autour de cette table, nous allons échanger, nous allons parler, nous allons échanger. Oui, je l'ai dit, nous allons décrypter. Comme votre émission s'appelle Décryptage, nous allons tenter de pouvoir permettre aux Congolais de comprendre les dessous des cartes de l'actualité et du discours du candidat de l'Union Unite Sacrée. Ah ouais, merci d'être là. Et à ma gauche, à droite de votre écran, chers téléspectateurs, j'ai Eric Chiswaka, qui est communicateur de l'Union Sacrée pour la Nation. Bonsoir Eric. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Je me permets de vous saluer mon co-débatteur ici présent, la population congolaise qui nous suit partout. Je suis communicateur de l'Union Sacrée, certainement, mais je suis en premier, s'il faut dire, communicateur de l'AFDC, parti très cher au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, que nous appelons la colonne vertébrale de l'Union Sacrée. Je tiens à les saluer, mais sans oublier l'institution président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je crois qu'on va faire un débat républicain, puisque vous savez, vous avez évoqué ici au début de votre allocution qu'il s'agit d'un discours que le chef de l'État a tenu hier. J'étais présent, nous avons assisté à ces discours je crois qu'on va les décrypter point par point, parce que je vais dire ici que c'est un discours bilan, il faut vraiment les dire. Nous sommes dans une année électorale. Vous gardez la parole. Voilà. Directement, on va entrer dans le vif du sujet. Oui. Le chef de l'État hier était devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il a brossé, justement, comme vous avez dit, un discours bilan, tout son quinquennat. Il a parlé de la justice, de la sécurité, de l'économie du pays, du secteur minier, du secteur des hydrocarbures. Qu'est-ce que les Congolais doivent ou peuvent retenir de ce discours qui a fait, il faut le dire, près de 2 heures? Ah oui, près de 2 heures, nous étions là. J'étais présent là, j'ai assisté à ce qui a été fait hier. Je l'ai dit au départ que c'est un discours bilan. Si vous allez faire une étude comparative aujourd'hui, puisque vous savez, nous sommes dans une année électorale, on va mener des études comparatives. Je crois que certains vont dire pourquoi on a toujours tendance à dire, à critiquer les autres, alors qu'est-ce que nous avions fait? Il y a des gens qui les disent ainsi. Lorsqu'ils critiquent le bilan du chef de l'État, nous avons, nous, de l'Union Sacrée, nous voulons ici qu'on fasse une critique avec une étude comparative de ce qui a été fait hier, c'est-à-dire après que le chef de l'État, Tshisekedi, ait le pouvoir, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui, secteur par secteur. Moi, j'aime qu'on fasse une étude, on fasse un débat comme ça, pour voir est-ce qu'il y a-t-il réellement des avancées ou pas. Le chef de l'État a brossé, je dirais, discours bilan, secteur par secteur, ce qui a été fait, l'économie de notre pays, la sécurité. Moi, ce que j'ai aimé beaucoup plus, c'est sur le point de la sécurité aujourd'hui. Vous savez, je tiens à saluer le courage du chef de l'État qui a refusé, était déterminé à refuser de négocier avec les M23. Beaucoup vont dire ici, il y a les discours des chefs de l'opposition qui disent que sous sa gestion... Ça n'a pas encore résolu le problème jusque-là. Mais nous sommes, en fait, c'est un processus, en fait. Vous savez, en matière de guerre, les résultats ne sont pas une baguette magique. Hein. La guerre aujourd'hui qui est entre l'Ukraine et la Russie, et ça continue.
aujourd'hui, c'est vrai que c'est une guerre au niveau de la diplomatie, il y a beaucoup de choses qui se jouent, mais ils sont là en train de s'affronter. La guerre aujourd'hui entre la Palestine et l'Israël, aujourd'hui, les gens en parlent, il y a des processus en fait. Même ce que nous sommes en train de vivre avec le Rwanda, c'est une guerre qui a daté des années. Hein. Vous savez, il y a chaque président. Kabila qui est passé, il a joué ses cartes. Tshisekedi aussi joue ses cartes. Mais aujourd'hui, si nous faisons une étude comparative avec ce que Tshisekedi fait, il y a des avancées. Les gens vont dire non, il y a l'armée telle qui est sur le sol congolais. Non, il y a un processus, ce sont des tactiques, ce sont des stratégies que l'on met, qu'il a voulu mettre en place. Le désir, c'est que il faut mettre fin à ce que nous vivions. Puisque cette guerre, vous savez, c'est une guerre politique. C'est une guerre au niveau de la diplomatie. Parce que cette guerre n'est pas que venue du Rwanda. Il y a la complicité aussi des acteurs majeurs de ces pays, des hommes d'affaires, etc. Et donc, il faut y travailler d'arrache-pied avec beaucoup de sagesse. Dans ce domaine sécuritaire, l'opinion nationale, dans l'opinion nationale, il y a cette impression-là de ne voir que des négociations à la place, en lieu et place des résultats palpables sur terrain. Les résultats, c'est, en fait, vous savez, pour tout élève, nous on a appris, on travaille, on mouille les maillots pour avoir des résultats. C'est comme ça que ça s'est fait. Il ne faut pas attendre un résultat, surtout en matière de sécurité, ce n'est pas facile. Il faut dire, les gens ne savent pas que cette guerre que nous vivions avec le Rwanda, c'est une guerre, il y a des influences à l'extérieur. Alors c'est vrai, il faut le faire la guerre. Vous voyez, moi je fais partie de ceux qui veulent faire la guerre, ceux qui veulent que nous fassions la guerre au Rwanda. Mais attention, avant de faire la guerre au Rwanda, commençons d'abord à dénicher. C'est ce que le chef de l'État faisait. Au niveau de l'armée, il y a des réformes aujourd'hui. Je vais donner une des réformes. Pour la première fois en République démocratique du Congo depuis 1960, je crois que je ne serai pas contredit, nous n'avons jamais eu une loi de la programmation militaire qui structure, qui organise une armée. Et nous en avions eu aujourd'hui. L'armée est équipée, l'armée a suffisamment de moyens et ça, c'est déjà, je vais appeler ça de réforme. Vous voulez faire la guerre sans la structuration de l'organisation, c'est un problème. Il a fallu dénicher les influenceurs, la complicité. Vous avez suivi des chefs coutumiers qui ont été arrêtés, des femmes qui hébergeaient les M23, etc. Donc c'est vraiment dans ça, en fait, c'est que le chef de l'État s'est engagé. Et maintenant, il faut qu'il y ait des retombées, puisque nous sommes en train d'y aller petit à petit. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que le chef de l'État a refusé de négocier avec les M23. Je le disais tantôt ici, c'est de l'opposition vont nous dire que Kabila avait vaincu le M23. Moi, je l'ai toujours dit, Kabila n'avait jamais vaincu le M23, mais Kabila avait rassuré. Ici, il faut que les gens retiennent. Il avait rassuré au 1-23 ce qu'ils avaient échangé, discuté, puisqu'il y a des accords que nous disons toujours qui existent. Ça avait apaisé, c'est-à-dire cette chaleur, et ils ont reculé. Et lorsque Tshisekedi vient, nous avons vu tous ces accords, nous avions voulu de réformes et nous avons refusé. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a cette tension, des réclamations, et nous nous disons, les Congos ne peuvent pas partir sur base des accords de certaines personnes. S'il y a 2, 3, 4 personnes qui ont voulu qu'il y ait des accords, mais ce n'est pas plus de 100 millions qui en ont accepté. Et c'est par là que nous disons qu'il y a beaucoup. Il y a dans les discours, c'est vrai que je parlais sur la sécurité, mais il y a beaucoup de secteurs que le chef d'État a évoqués. Je crois que si on a le temps, on évoquerait... On va prendre justement d'autres secteur, notamment l'économie qui est très important pour la vie nationale. Faustin Tshimanga, vous avez suivi Eric Tshisekedi qui a évoqué ici que le chef de l'État a fait, on va dire exactement un discours au bilan de ses 5 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Quelle analyse faites-vous justement de ce discours, mais aussi revenir sur les avancées sur le plan sécuritaire évoquées ici par Eric Tshisekedi? Puisque nous parlons d'un discours qui se veut être sur l'état de la nation, l'état de la nation, à Malimankulu, c'est des Congolais qui sont en train d'être tués. Ah là, il faut condamner les actes. Parce qu'ils sont louba, il faut le dire. La meilleure façon de solutionner un problème, c'est dire les choses telles qu'elles sont. On commencerait par dire que le parti politique LGD, à travers son président Matata Ponyo-Mapon, et des cœurs avec les victimes de Malemba-Nkulu. C'est des actes qui ne devraient pas exister dans une république. Mais malheureusement, c'est sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que ces réalités-là arrivent. Et ça, c'est des faits. C'est ça l'état de la nation. L'état de la nation, c'est la guerre à l'Est. L'état de la nation, c'est des pans du pays que nous n'avons pas en contrôle. L'état de la nation, c'est quoi Mout?
L'état de la nation, c'est la misère de la société. L'état de la nation, c'est les flaques d'eau partout, même sur les avenues voisines au président de la République. Ça même apparaît, il y en a. Hein. Sur l'avenue de l'OUA, en ce moment, pour ceux qui passent par là, s'ils ne font pas attention, ils plongent dans une piscine. Une piscine parce qu'ils n'ont pas voulu, mais c'est une piscine parce qu'elle traverse la route que de temps en temps empruntent les chefs de l'État, mais qui ne trouvent pas de solution. C'est ça l'état de la nation. Au-delà du verbiage et de la rhétorique choisie par celui qui est conduit par une colonne vertébrale qui a besoin d'être massée. Vous comprenez que la République a besoin de renouer avec son destin des grandeurs. Et ce destin des grandeurs-là ne peut pas se faire avec les mensonges, ne peut pas se faire avec les verbiages, ne peut pas se faire avec une logique rhétorique qui vise tout simplement à créer de l'illusion et la diversion. Vous savez que c'est très difficile aujourd'hui de parler de l'état de la nation et parler du bien de l'union du sacré. C'est très compliqué. Quand on a besoin de 2 heures pour faire un discours, croyez-moi, ça veut dire qu'on n'a pas de clarté sur l'essence de l'état de la nation. C'est comme ça qu'on a besoin de 2 heures pour trouver les mots atténués, chercher des tournures, des phrases, et on découvre tout de suite que même la parole du candidat de l'Union du Sacré, qui se trouve être président de la République en fonction, n'a plus d'audibilité des Congolais. Ce discours n'est pas audible. C'est comme ça que dès que nous sortons de ces studios, on n'en parle pas. Ça n'a pas accroché les Congolais. Beaucoup de Congolais n'ont pas suivi. Il y a que les membres de l'Union du Sacré qui ont participé, parce que nous savons que leur participation est égale à des primes et autres. Et je pense que c'est ça qui a attiré plusieurs dans cette salle-là. Sinon, s'ils étaient assez sérieux avec le Congolais, cette salle-là allait être vide. On allait envoyer un message fort aux candidats de l'Union du Sacré pour qu'ils comprennent que l'état de la nation, c'est un état chaotique. C'est un état où, dans chaque avenue, on ne veut plus de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans chaque avenue, quand on regarde, il n'y a pas de courant. Dans chaque avenue. Vous pouvez partir par avenue, porte à porte. Un peu comme nous sommes en train de le faire dans le cadre de notre campagne, ce n'est pas encore le moment de le dire, mais il faut noter que nous avons innové. Nous avons mis en place un portail du porte-à-porte numérique pour aller face aux Congolais, pour parler aux Congolais et s'éloigner du verbiage et s'éloigner des paroles qui sont juste de la rhétorique. Mais la réalité est que l'état de la nation est celle-là. Kwamout, l'Est de la République est en feu, à Malembankoulou, on tue les Congolais. C'est ça la vraie situation. L'état de la nation, c'est aussi les réponses apportées à ces problèmes. Mais les réponses apportées à ces problèmes, je vais vous dire, ces réponses-là, apportées selon ce que vous nous dites, quel résultat? Est-ce que vous pensez qu'un Congolais qui vit aujourd'hui à Kinshasa est content de cet état de la nation? Et c'est comme ça que vous avez vu que le président actuel, les candidats de l'Union du Sacré, n'a pas pu accrocher les Congolais. En réalité, il n'est plus audible du tout. Il n'est plus audible. Parce que comment faire pour écouter un président de la République pendant que le taux de dollar est à 2600? Comment faire? Et ceux qui ont changé hier matin à 2600, quand ils vont ressortir, on risque d'atteindre 2605. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'état de la nation. C'est ça l'état où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a menés en 5 ans. Il ne faut même pas parler de son dernier discours du premier mandat. Non, il faut parler de son dernier discours, point. Parce qu'il faut aller affronter les urnes. Et dans l'urne, le président actuel n'est pas en mesure de gagner. Et je vous dis, l'Union du Sacré devrait se résoudre à être assez humble. Et comme ils ont, selon ce qu'ils disent, colonne vertébrale, et je pense qu'il faut qu'on masse la colonne vertébrale. Parce que cette colonne-là a besoin du Tangawissi, a besoin de beaucoup de choses pour permettre à ce qu'ils puissent retenir debout. Sinon, si on se fie à cette colonne vertébrale-là, vous savez ce qui va arriver. Il n'y aura plus possibilité qu'on puisse voter Félix Tshisekedi. Dans tous les cas, il n'y a pas possibilité qu'un Congolais soucié de sa République puisse voter pour Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans tout ce que le chef de l'État a dit hier, comparativement, je vais adopter les mots de Eric Tshisekedi. Avant Félix Tshisekedi, après Félix Tshisekedi. Parce que vous pouvez... Il n'y a pas un changement, il n'y a pas d'avancées, il n'y a pas... Le pays va plus mal qu'hier ou quoi? Vous savez que nous avons reculé.
Nous avons reculé. Nous avons reculé. Quand le président Joseph Kabila, qui mérite tout le respect par rapport à ce qu'il a accompli pour la République et par rapport à son rang, parce que très bientôt, il aura un deuxième collègue dans les bancs du sénateur à vie, ça sera Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est comme ça qu'il prépare déjà, juste à côté, à sa place, il y aura Félix Antoine Tshisekedi qui va s'asseoir, parce qu'il sera le prochain sénateur à vie. Le président Kabila, je note que je ne suis pas communicateur du FCC, je suis communicateur ou je suis communicant du LGD, parti cher à Augustin Matata Poulimapon. Quand Joseph Kabila était là, nous n'avons pas une terre qui était occupée par un groupe armé. Aujourd'hui, nous avons des partis que nous ne contrôlons pas. Nous avons des partis qui sont en train de tuer leurs frères. Et on n'a jamais vécu ça. Ou avec Joseph Kabila, pendant que Matata Poulimapon était à la primature, où on voit les frères... Kabila, c'est pas seulement Matata Poulimapon, c'est aussi avant Matata Poulimapon. C'est aussi, mais moi je préfère parler de la période de 2013 à 2016. C'est beaucoup plus récent par rapport à Félix Tshisekedi. Je pense que s'il faut comparer, c'est plus avec ces dernières années-là, les 5 ans entre 2013 et 2016 et les 5 ans entre 2018 et 2023. Je pense que s'il faut comparer, si comparaison il y a, il faut le faire sur cette période-là. Les dollars pendant la période de Matata Poulimapon à la gouvernance, c'était à 920 pendant 4 ans. Et si vous regardez, ça a été publié même dans les réseaux sociaux, si vous regardez la période de 2018 à 2023... Mais la dégringolade a commencé avec lui. Non, mais croyez-moi, la dégringolade a commencé, Matata n'était plus à la primature. On veut tout imputer à Matata. Et on oublie que les premiers ministres qui sont venus juste après sont sortis de l'école de l'UDPS. Donc, depuis plus de 7 ans, c'est l'UDPS qui est aux commandes. Et si vous réfléchissez à froid, tous les premiers ministres qui sont venus après, Matata Poulimapon, sont venus de l'école de l'UDPS. Donc, l'UDPS n'a pas été dans la capacité de stabiliser les dollars. Et si vous reculez même jusqu'au niveau où, au moment où Matata quitte la primature, on avait un budget de 4 milliards. C'est vrai, on a pu réussir beaucoup de réalisations. Tout au long de l'émission, nous allons étayer et vous allez vous rendre compte que les personnes qui sont à l'Union dite sacrée sont des Congolais, on respecte leurs opinions, mais croyez-moi, vous devez déserter parce que ce n'est pas une machine qui peut gagner. L'Union dite sacrée va échouer et faire échouer Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi a déjà écrit sa partie de l'histoire et l'histoire finira le 20 décembre 2023. Eric Tshisekedi, vous avez suivi Faustin Chimanga, Nid des poules, des gringolades du taux d'échange, l'occupation de certains territoires de notre pays, alors que le chef de l'État a dit dans son discours que l'économie de la RDC allait bien. Merci, je crois que vous l'avez posé une belle question. Il était incapable, les gens doivent retenir, de dire secteur par secteur, d'analyser d'abord les discours, le fond du discours et de pouvoir critiquer. Mais en les suivant, ceux qui nous suivent peuvent témoigner. D'abord, je commence, il dit ici, je présente l'AFDC et tous les Congolais sont attristés d'avoir appris qu'à Malemba Nkulu, justement, il y a nos frères du Katanga, parce qu'il faut vraiment les souligner en rouge. C'est ce qui est dit, ce qui est vrai. Nous avons investigué, qui se sont attaqués farouchement aux Kassaïens. Et j'ai suivi un député provincial. Ça ne doit pas être un débat autour des tribus. Non, mais c'est une réalité. Ce n'est pas un débat autour d'une tribu, mais c'est une réalité. Il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Okay. C'est le Katangais qui se sont attaqués aux Kassaïens. Il y a quelques mois, il y a certains de l'opposition, puisqu'il fait partie de l'opposition, il parle de Matata Poulimapon qui est avec les autres. Il y a certains de l'opposition, je me rappelle d'un discours de Fayoulou quelque part à Njili, où ces patriotes, ces citoyens disaient Bouma Moulouba Tikanyoka. Et vous vous souviendrez de ça. Vous allez vous rappeler d'un cadre de ensemble de Moïse Katumbi qui est passé dans une chaîne de télévision pour dire Balouba Toko Kote la Bango. Je parle ici de Daniel Saf. Il y a beaucoup. Certains sont passés pour dire quittez les Katanga, allez construire chez vous. Alors que le chef de l'État a toujours prêché l'unité nationale. Il est kassaïen. Lorsque je suis mon co-débatteur qui dit, bon, Malemba Nkulu, c'est Sous Tshisekedi, c'est-à-dire c'est lui qui a demandé aux Katangais de s'attaquer aux Kassaïens, parce que lui est kassaïen. Est-ce qu'il y a la logique dans... En fait,
savez, le mal ici au Congo, lorsqu'on est dans l'opposition, on a tendance à avoir ces discours du populisme. Vous êtes Kassaïen, je prétends que vous l'êtes. Je prétends que vous l'êtes. Mais en écoutant un Kassaïen qui dit que c'est sous Tshisekedi, donc c'est Tshisekedi qui a demandé cela. Et ça fait très mal. Alors, je reviens à une chose ici. Il dit, il parle de Matata, il dit Matata n'a pas laissé l'insécurité, etc. Et il n'y avait pas de l'occupation. Je l'ai évoqué ici, il ne m'a pas contredit. Il n'y avait pas de l'occupation, certes, d'une manière, je dirais, publique, s'il faudrait le dire, mais il y avait des dessous des cartes. Je l'ai rappelé ici que le 1-23, les rebelles avaient des accords, et ces accords existent. Et c'est maintenant de ces accords qui n'ont jamais réclamé quoi que ce soit. Puisque tout ce qu'ils demandaient, ils en avaient. Alors vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils récupèrent, qu'ils s'attaquent à qui? Donc, ils voulaient des minéraux, ils en avaient. Le chef de l'État, dans son discours, il a dit que nous avons eu c'est-à-dire à maîtriser, c'est-à-dire même nos secteurs de minerais. C'est-à-dire sur le mine, les cuivres. C'est-à-dire il n'y a plus une mainmise qui était à l'époque, pendant que les autres étaient en train de voler, de piller, de faire tout ce qu'ils faisaient. Ça, il ne le dit pas. Il a parlé des chiffres, tout était détaillé, il ne le dit pas. Mais il dit que non, c'était pas occupé. Bon, c'était pas occupé, mais les gens volaient, les gens pillaient, il y avait des concessions minières de certains acteurs politiques, tant soit peu de l'opposition, etc. Vous avez suivi récemment ici le ministre Didier Boudimbo qui a d'abord dit ouvertement que Paul Kagame l'avait appelé pour l'exploitation, vous vous souviendrez, d'un bloc. C'est comme ça que les choses se faisaient à l'époque, avec Kabila, avec les Matata et les autres. Et ici, il vient dire non, c'est encore un discours du populisme. Il faut être vrai. Il ne faut pas dire de fausseté. Il dit, il parle de l'économie. Non, sous Matata, les dollars étaient maîtrisés. Bon, il parle de Matata pour dire que c'est lui qui avait maîtrisé les cadres macroéconomiques, etc. Mais je vais vous rappeler le rôle d'abord d'un Premier ministre. Ce n'est pas les Premiers ministres qui maîtrisent les cadres macroéconomiques. Ce n'est pas le rôle du Premier ministre. Il faut vraiment noter. Le Premier ministre, il est patron du gouvernement. C'est un superviseur. C'est lui qui fait les contrôles. Et c'est lui qui a une vision qui est apportée par le chef de l'État. C'est-à-dire, vous savez comment ça s'est constitué. Le chef de l'État qui a une vision, c'est en concertation qu'on élabore un programme du gouvernement. Le chef du gouvernement qui, évidemment, qui met en musique. C'est ce qui s'est fait. Et lui, c'est un, je dirais ici, c'est un manager. Puisque chaque ministre est responsable de son secteur. La Constitution l'a dit. Sous Matata, il y avait des ministres sectoriels. Lorsqu'on parle de maîtrise des cadres macroéconomiques, c'est-à-dire il y avait les ministres de l'économie qui existaient à ces moments-là, il y avait les ministres des finances qui étaient à ces moments-là, il y avait le gouverneur de la Banque centrale. On ne peut pas ignorer que le chef du gouvernement était un capitaine. Mais évidemment, voilà la vraie réflexion. Un capitaine qui conduit, c'est-à-dire un capitaine qui vérifie, un capitaine qui veut que les choses se fassent de la bonne manière, conformément à la vision de qui? Du président. Alors vous n'allez pas dire que c'est lui qui est le leader alors que les autres qui ont travaillé. Et il faut noter une chose, la valeur d'un dollar après 5 ans, si vous prenez les 5 ans, les années qui ont précédé, et aujourd'hui, ça n'a pas de même valeur. Puisque nous avons une économie extravertie, vous le savez bien, et notre économie est basée beaucoup plus sur le secteur des minerais. La valeur du cuivre en 2013 ne vaut pas cette valeur en 2021 ou en 2023. Vous savez que nous, plus de 60% de nos recettes, etc., ça vient du secteur de minerais. Alors, lorsque vous parlez de la maîtrise des cadres macroéconomiques de Matata pour dire qu'il avait maîtrisé les taux, etc., sous Matata, à l'époque, il y avait cette guerre russo-ukrainienne, ça existait? Puisque cette guerre a impacté même le pays de l'Europe, a impacté le pays de l'Afrique. Vous n'avez pas suivi récemment, il y a je crois, une année, certains pays, présidents africains, se sont réunis pour, n'est-ce pas, aller plaider auprès de ces deux présidents, de l'autre de l'Ukraine et tout ça, pour dire, écoutez, il faut apaisez-vous pour qu'il n'y ait pas assez de retombées, puisque l'Afrique en pâtit. Il ne le dira pas. Moi, j'ai besoin de chiffres. J'ai besoin d'analyser secteur par secteur. C'est ça, en fait, la réflexion. Lorsque nous parlons du discours du chef de l'État, il a évoqué des choses, des avancées. Je lui ai dit ici, Matata était Premier ministre, avons-nous une loi de la programmation militaire? Avons-nous réussi à organiser l'armée? Le militaire n'avait même pas de tennis. Aujourd'hui, on produit des tennis ici, localement au Congo. Made in DRC. Mais vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas. On augmente les salaires de fonctionnaires et agents de l'État. On augmente le fonctionnaire, on vient récemment, vous avez suivi, le médecin. Beaucoup de médecins, ceux qui n'étaient pas mécanisés, ont été mécanisés, vous avez suivi. Tout ce qui s'est fait sous Tshisekedi, pour eux, ils disent, rien n'a été fait. Donc pour eux, la vision, c'est Matata avec les Boukangalonzo. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est vrai, il parle de Matata, mais il y a un dossier qui le suit. Il a été
patron du gouvernement. S'il est suivi comme celui qui avait, je dirais, c'est-à-dire supervisé ce projet de Boukanga Lonzo, il a un dossier devant la justice. Et ça, il n'en parle. Il est incapable de nous dire, voilà Boukanga Lonzo, ce qui avait été fait, voilà, puisque l'inspection générale des finances nous a dit qu'il y avait plus de 200 millions de dollars qui ont été détournés. Donc, on a cité l'ancien gouverneur de la Banque centrale, il y a des autres qui ont été cités, dont M. Matata a été cité, bien qu'il le disait qu'il était poursuivi puisqu'il est candidat président. Eh bien, vous avez suivi ce qui a été dit au niveau de la justice, on l'a laissé faire sa campagne, etc. Donc, ici, je crois que tout ce qui a été évoqué par mon co-débatteur, ce n'est qu'un discours du populisme. Il sera incapable, j'ai dit, je mets l'opinion à témoin, de m'affronter sur secteur par secteur avec une étude comparative vraie, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur la politique. Et d'ailleurs, pour citer s'il vous plaît, même en diplomatie, vous vous souviendrez qu'en diplomatie, la République démocratique du Congo, 10 ans passés, c'est pas ce qui a été aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous sommes imposés sur la scène internationale. Et ça, c'est sous Félix Tshisekedi. Comment ça, nous nous sommes imposés? Nous nous sommes imposés. La RDC a aujourd'hui une valeur au niveau de certaines nations. Hier, ce n'était pas le cas. Vous le savez bien. Aujourd'hui, même avec... vous avez suivi que dans les discours du chef de l'État, il a même parlé dans le secteur de l'environnement. La RDC fait partie des pays solutions qui peut apporter, n'est-ce pas, quelque chose de valeur. Un discours qui passe vraiment pas au niveau international. Non, si c'est un discours qui passe parce qu'ils le savent. Ils le savent et c'est vrai. En fait, nous avons, écoutez, nous avons un président humain, un président sérieux. Je vais vous dire une chose. Nous avons assisté ici, vous l'avez évoqué tantôt et là, concertation de certains candidats présidents de la République. On va arriver. Je crois qu'on va arriver. Mais j'aimerais simplement vous dire que les discours du chef de l'État, je l'ai dit, un discours bilan, un discours vrai. Il a d'ailleurs même présenté pour citer combien fonctionnaires et agents de l'État étaient payés hier. On va dire et aujourd'hui, combien ils reçoivent. On va dire que je vais revenir un peu à un point de ma question. Que l'économie de la RDC, vous confirmez ici que ça va bien. Je dirais ici, l'économie de la RDC va mieux. Je ne dis pas va bien, mais je dis va mieux. Pourquoi ça va mieux? Parce que nous avons, je l'ai évoqué ici, nous avons été butés face à beaucoup de défis. Notamment, je l'ai évoqué ici, Covid-19, je crois, peut-être je l'ai dit, Covid-19, qui a frappé l'économie mondiale. Nous avons parlé de la guerre russo-ukrainienne. Mais dans certains pays africains, vous savez ce qui a été fait? Je prends les cas, c'est moi des hydrocarbures, parce que je suis spécialiste dans ça. Vous savez que dans certains pays, avec cette guerre russo-ukrainienne, le prix des carburants a augmenté incroyablement. Mais chez nous, au Congo, l'État congolais avait et continue à subventionner, n'est-ce pas, les secteurs des hydrocarbures, les opérateurs économiques dans ces secteurs-là, puisque s'ils ne le faisaient pas, mon cher collègue qui est face à moi, un litre pouvait être aujourd'hui peut-être à 5 ou à 8 $. C'est à cause de cette politique responsable du gouvernement. Aujourd'hui, les gens peuvent acheter à 3200 ou à quelque chose comme ça. Et ils ne vont pas dire que rien n'a été fait. Je ne dis pas que l'économie va bien, mais j'ai dit ça va mieux. Mais nous y travaillons dans la logique, vous savez, pour citer, Tshisekedi n'a pas une politique conjoncturelle. Il a une politique structurelle. Qui veut dire, dans la politique conjoncturelle, c'est une politique des urgences et des nécessités. Dans la politique structurelle, c'est une politique de projection et de vision. Lorsqu'on travaille, c'est pour récolter. C'est-à-dire, nous mettons des bases. La refondation de l'État, l'organisation du système de l'État, pour que cela apporte de base. C'est ça la vision claire et nette. C'est pourquoi il a parlé de renaissance, développement et crédit. Faustin Chimanga, moi je vous oppose les mots d'Éric Tshisekedi. L'économie de la République qui va mieux, il y a des avancées, les salaires des fonctionnaires de l'État augmentés. Je vais prendre un chiffre cité par le chef de l'État. Qu'un enseignant est passé de 159 662,67 francs congolais à 408 689,67 francs congolais. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que l'économie de la République démocratique du Congo va mieux, comme a dit Éric Tshisekedi, ou... Vous savez, le Congo doit être pris au sérieux. Pourquoi le Congo doit être pris au sérieux? C'est pour éviter ce type de discours où on a face à nous des faux sachants. Des faux sachants, nous les constatons. On ne peut pas venir nous dire ici que l'économie va mieux pendant qu'on n'arrive pas à comprendre que les pouvoirs d'achat des Congolais a sensiblement baissé. Quand on nous sort les chiffres en francs congolais, allons-y sur base duquel que les chefs de l'État actuel auraient augmenté les chiffres en francs congolais. Oui, vous insistez sur ça. Oui, en francs congolais. Parce qu'il faut dédollariser
l'économie nationale. Ça, c'est une mesure que Matata avait commencé. À cette époque-là, c'était respecté. Aujourd'hui, quand vous prenez ces chiffres-là, les Congolais, fonctionnaires de son État, payent combien à la fin du mois à son bailleur? Vous voyez? Et quand vous voulez, puisque aujourd'hui, on a voulu qu'on puisse aller point par point, et je vois que la personne en face de moi, le Congolais en face de moi, s'est embrouillé dans son lexique et dans son discours. On n'arrive pas à le retrouver. Quand il dit que le Premier ministre, c'est un capitaine qui conduit un bateau, il faut voir là, ça veut dire que c'est un leader. Ça veut dire que le leadership, c'est bateau. Et la façon c'est pas un leader, c'est du leadership. Parce qu'il y a la différence entre leader et leadership. Non, mais il y a une différence entre leader et leadership. Tout à fait. Ah, mais vous êtes sûr? Tout à fait. Vous êtes face à quelqu'un qui est dans un parti politique, leadership et gouvernance pour le développement. On va parler dans les concepts alors. Dans les lexiques et tout. On va parler dans les concepts. On va parler dans les concepts. Leadership, c'est des choses différentes. Je constate que notre co-débatteur est devenu mal à l'aise, justement parce qu'il s'est rendu compte qu'on l'a mis face à sa capacité d'être info-sachant. Vous savez, il faudrait être sérieux avec le Congolais, j'insiste. Vous me posez la question, est-ce que l'économie va mal ou va mieux? Moi, je ne veux pas aller dans le verbe et dans beaucoup de mots pour pouvoir prouver ça ou justifier ça. Sortons de ces studios. Partons sur les rues de Kinshasa. Observons. Regardons comment nos mamans vivent. Regardons l'état du marché. Regardons si vous avez 25 000 francs aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir 10 $. Si vous avez 25 000 francs, vous ne pouvez pas avoir 10 $. C'est ça la réalité. Et face à ça, vous allez nous dire que l'économie va mieux. Il ne faut pas donner l'illusion que les choses vont mieux pendant que nous savons que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il a pris les drapeaux dans le main de Joseph Kabila, et je me rappelle que Joseph Kabila a légué un pays entier. Et si on nous dit que c'est vrai que les partis n'étaient pas prises, il n'y avait pas d'armée étrangère en 2018 au Congo. Aujourd'hui, on a plus de 6 armées au Congo. Et ça, c'est un danger. Aujourd'hui, on est incapable d'entrer même dans les territoires prises par les EAC et les autres. Pourquoi les choix? On nous a parlé de la diplomatie sous un ton prétentieux, qu'on maîtrisait la diplomatie dans les calculs simples. On nous a parlé de la diplomatie. Il a parlé ici, par exemple, pour revenir par exemple sur le M23, il a dit que c'est que le régime passé donné au M23. Félix Tshisekedi a coupé les ponts. Voilà. Il a coupé les Voilà ponts. pourquoi c'est dire que cette colère qui le calcul simple de vrai, ça veut dire que quand on coupe les ponts, ça veut dire qu'on a économisé. Ça veut dire que dans les caisses de l'État, on n'aura pas possibilité de pouvoir prêter. Joseph Kabila n'a pas laissé des dettes intérieures. Aujourd'hui, on a galopé à un niveau terrible. La dette extérieure, n'en parlons pas. On est à plus de 12 milliards déjà. Ça veut dire que le président de la République qui viendra va payer même pour ce que Félix ne pourra même pas avoir la capacité de payer. Vous voyez? Donc, il nous a endettés. Félix Tshisekedi nous a endettés énormément. Et on va nous maquiller les chiffres. On va nous parler de la gratuité de l'enseignement. On parle de la loi de la programmation. Soyons sérieux avec les Congolais. Si vous dites que les militaires n'avaient pas de tenue, mais soyons quand même sérieux. Il n'y a aucun militaire qui va vous dire qu'on n'avait pas de tenue. À l'époque où Matata était à la présidence, enfin, il était à la primature. Avec Joseph Kabila, il conduisait le pays. Donc, vous comprenez qu'il ne faudrait pas hausser les tons pour faire semblant qu'on est en train de dire les choses vraies pendant qu'on sait qu'on s'enfonce dans le mensonge. Et ça, c'est la qualité principale de l'Union dite sacrée, c'est le mensonge. Ils ont appris beaucoup à mentir au peuple congolais. Et je pense qu'ils auront un Oscar dans ça. Et de la même façon que le Congolais veulent rompre avec les cycles de mensonges, le rendez-vous de la sanction, c'est le 20 décembre. Parce que les Congolais l'élection, on va en parler justement. Ils vont décider de renouer avec notre destin de grandeur. Pour revenir au discours, est-ce qu'on parle de ces discours? Est-ce que les Congolais sont audibles à 2 heures de paroles sans contenu, de paroles en l'air? Et on nous parle de ne pas revenir à zéro. On est sérieux avec les Congolais quand même. Si on parle de bilan, et je ne parle pas de l'état politique, parce qu'il faudrait aussi en toucher un mot, on parle de l'état politique du pays, état de la nation politique.
c'est les opposants en prison, c'est les anciens ministres assassinés, c'est les journalistes emprisonnés. C'est ça l'état de la nation. Et ça, pour le dire, on n'a pas besoin d'hausser le ton, on le dit pour que dans le cœur des Congolais soit inscrit la vérité qui est très claire. C'est-à-dire que les Congolais doivent savoir que la lucidité, il ne faudrait pas permettre à l'Union du Sacré de créer l'illusion pour vous éloigner de votre lucidité. On est lucide. Le peuple congolais, quand il roule sur l'avenue de l'EIA, peut voir l'eau. Quand il part sur l'avenue devant les bureaux du gouverneur, il voit qu'il y a des flaques d'eau devant les bureaux du gouverneur. C'est ça l'état de la nation. Et il ne faudrait pas s'éloigner dans le verbe et dans le français pour montrer aux Congolais la réalité. Quand on part sur la route, l'état de la nation, c'est que la bouteille d'eau qu'on payait à 250 francs, aujourd'hui on le paye à 700 francs. 250 francs, ça date à quelle date? Ah, mais vous savez, ça remonte à quelle date? Dans ce pays, le président Kabila ne nous a pas laissé avec une bouteille à 500 francs. Il ne nous a pas laissé une bouteille d'eau à 500 francs. C'était 400 francs. Certains milieux, on arrivait à 450. Aujourd'hui, on a 700. Donc tout ce qui coûtait 500 francs est aujourd'hui à 700 ou 1000 francs. C'est ça l'état de la nation. Et quand vous voulez voir l'état de la nation, n'écoutez pas les discours de l'Union dite sacrée. Regardez autour de vos avenues. L'Union dite sacrée. Oui, parce qu'elle n'est pas du tout sacrée. Donc l'Union dite sacrée, si vous voulez voir l'état de la nation, regardez le taux d'échange. Regardez les prix du bus. On quittait magasin Kitambo jusqu'en ville à 500 francs. Aujourd'hui, pour quitter magasin Kitambo jusqu'en ville, vous payez 1500 francs. C'est ça l'état de la nation. Si vous voulez voir l'état de la nation, regardez dans votre poche. Combien vous pouvez payer aujourd'hui votre travailleur à la maison. C'est ça l'état de la nation. C'est conjoncturel. L'État, on nous a dit que c'était pas, il n'était pas dans une logique de conjoncture, il était dans une logique de programmation. Quoique, on nous dit qu'il aurait une vision. Moi, j'aimerais, puisqu'on a un Congolais qui a choisi d'être dans l'Union dite sacrée, qu'il nous dise c'est quoi la vision de l'Union dite sacrée. Merci beaucoup, Faustin Chimanga. On va justement quitter cette, on va dire, thématique pour parler des élections qui pointent déjà à l'horizon. Mais une dernière question à vous, Eric Tshisoaka, et vous allez vous répondre sur cette question. Le chef de l'État a parlé du choix que nous avons à faire entre repartir à zéro ou consolider les acquis. Est-ce que nous avons vraiment, avec ce mandat de Félix Tshisekedi, des acquis que nous devons consolider? Très bien, mais je vais revenir un peu en arrière, parce qu'il y a des choses que je notais ici. Il dit, bon, Tshisekedi nous a laissé avec des dettes extérieures, et que celui qui pourrait venir aura des dettes. Mais je crois qu'il faut être proche de Matata pour comprendre comment les économies du monde fonctionnent. Les États-Unis d'Amérique que nous appelons la grande puissance, parce que c'est vrai qu'il y a une concurrence aujourd'hui avec d'autres pays qui deviennent des puissances, est le pays le plus endetté. Mon cher frère, il faut noter. Vous voulez comparer le Congo avec les États-Unis? Je vous ai laissé le temps de parler. Puisque nous parlons économie, s'il vous plaît. Matata, c'est un économiste. Je crois qu'il doit vous former pour que vous notiez. Vous ne pouvez pas dire des dettes extérieures. En fait, le pays le plus endetté, ce sont les pays qui ont une très bonne économie, puisqu'ils savent comment gérer ces dettes-là. Ils ont une très bonne économie, ils ont une très bonne sécurité. Et le plus riche du monde, le millionnaire, les hommes d'affaires, vivent de dettes. Ce sont des stratégies. En leadership, en management, on va vous les apprendre. Il dit, Matata, l'économie était bien, parce que pour savoir une bonne économie, c'est le PIB, le prix intérieur brut. Est-ce que vous pouvez nous présenter le PIB de 2013 sous Matata? Et aujourd'hui, le PIB, qu'est-ce que nous avions? Qu'est-ce qui a été? Je vais vous donner les chiffres. En 2013, c'était de 1,50 le PIB, prix intérieur brut. Et aujourd'hui, les rapports que je présente ici... 1,50 $. 1,50 $ par Congolais. Aujourd'hui, le PIB, je prends de 2022, je prends juste 2022, c'est 8,5%. Ici, je parle de pourcentage, s'il vous plaît. En 2013, c'était 1,5%. Et en 2022, 8,5%. Y a-t-il croissance? Oui, y a-t-il... Les croissances. Il doit noter cela. Il a tenu encore des discours populistes pour dire les prix des carburants et tout ça, ça a augmenté. Les transports, hier c'était à 500 francs, aujourd'hui c'est... Je dirais encore ici, je suis expert dans le secteur des hydrocarbures, puisque lorsque vous en touchez, je dois répondre. Ce n'est pas le Congo qui fixe le prix du pétrole. Puisque c'est le prix du carburant, du pétrole, n'est-ce pas? Lorsqu'elle est fixée,
n'est-ce pas, par, comment dirais-je, c'est au niveau du marché international, n'est-ce pas, et que avec, je ne dirais pas ici, je ne vais pas rentrer en arrière avec les paramètres qui entrent dans la structure des prix. Évidemment. Et c'est à ces moments-là qu'on fixe. La valeur du Brent en 2013 ne vaut pas aujourd'hui la même valeur. Ou la valeur du WTI. Quand je parle du Brent, pétrole brut, etc. Donc, c'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai dit, la valeur des 1 dollar en 5 ans, ce n'est pas la valeur d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Allez-y un peu qu'on vous donne la notion économique chez M. Matata. C'est-à-dire, quand je dis les pays vaut l'économie, c'est mieux, puisque lorsque nous regardions là où nous venons, et ce que nous sommes aujourd'hui, il y a des avancées. Écoutez, Matata a trouvé, je crois qu'avant lui, c'était Mosito, à moins que je puisse me tromper, que ce soit des réformes économiques. C'est vrai que c'est avec ces notions de la continuité, il faut vraiment les dire, parce que moi je m'aimerais respecter ces principes-là, que ce soit au niveau de la réforme économique, il a trouvé ces réformes qui étaient déjà établies, élaborées par le précédent. Il n'a fait qu'exécuter. C'est bien bon, c'est ça la continuité. Quand vous parlez de la bancarisation, ce n'est pas la vision des Matata, il n'a jamais rédigé la bancarisation, il n'a jamais eu cette vision, il en a trouvé. Le principe de la continuité a demandé à ce qu'il les fasse. Vous pouvez revenir bien à la question. Donc, ici, je crois que nous, quand nous parlons de ce que Tshisekedi a fait, nous disons qu'il y a des choses que Tshisekedi a fait. Il ne va pas tout faire. Il est en train de poser des bases. 2-3 acquis que nous devons consolider. Alors, je crois que le discours, j'étais là, je l'ai évoqué. Est-ce que nous devons répartir à zéro? D'abord, pour noter ici, Mouzé Laurent Désiré Kabila, quand il est devenu président de ces pays, je crois que le truc l'a coûté combien à l'époque? 20 francs? 20 francs, on mettait même les prix sur le Tout à fait. Et quand il est parti du pouvoir, il en a laissé combien? Ah, c'est pour vous montrer que le 1 dollar d'hier ne vaut pas le 1 dollar d'aujourd'hui. Ça, vous devriez les noter. Alors, est-ce qu'il faudrait que nous puissions répartir à zéro? Ou il faudrait consolider les acquis, ce que nous avons fait, ce que nous nous sommes donner corps et âme, est-ce que nous devrions les rejeter pour répartir encore à zéro? Je crois que Tshisekedi était très clair. Il a d'abord, je l'ai évoqué, présenté les secteurs par secteur, et nous avons vu des avancées pour dire, j'ai une vision structurelle. Je projette mon pays en 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est quoi la vision? La vision, moi je veux écoutez, quand on parle de la vision, ça veut dire quoi? La vision du chef de l'État a été présentée sur base d'un programme du gouvernement. C'est quoi les programmes du gouvernement? Non, s'il vous plaît, il a posé la question. C'est quoi les programmes du gouvernement? C'est pas lui qui pose des questions, alors, c'est moi. Mais oui, mais c'est pourquoi j'ai dit. Quand il dit la vision, parce que la vision, quand vous êtes candidat président, vous avez un projet de société. Qui est votre vision? Laquelle? Maintenant, c'est plus un projet de société, c'est une vision de gouvernance. C'est-à-dire, avec ceux qui sont membres du gouvernement, ceux qui sont en train de gérer ensemble, c'est une vision collective qui mettent ensemble. Quand vous dites laquelle, vous voulez que je vous dise le nom de la... Je vais vous parler pour ce que vous voulez. En 2018, lorsque Tshisekedi a présenté son programme, c'était la refondation de l'État. Voyez-vous, je vous le donne. Refonder l'État. Quand on parle de refondation, ça veut dire quoi? La refondation, c'est l'organisation des systèmes de l'État. C'est-à-dire, je vais vous donner un cas précis. Est-ce que vous savez aujourd'hui que Tshisekedi a redonné la valeur de l'inspection générale des finances? Ça ne fait pas partie de la refondation? Qui savait aujourd'hui, hier sous Kabila, est-ce qu'on savait la valeur de l'inspection générale des finances? Lorsqu'aujourd'hui il y a des audits, etc., vous avez dit qu'il n'a rien fait. Aujourd'hui, on a quand même, je dirais pas ses plaisirs, on peut quand même dire, l'inspection générale des finances peut venir dire ici, il y a eu des tournements à la SNEL, citer même le nom, mais il ne se limite que là, pour ce n'est pas son rôle de sanctionner, d'arrêter. Et c'est là maintenant vient le pouvoir de la justice, puisque les gens ignorent ici que Tshisekedi connaît la Constitution. C'est-à-dire, il ne peut pas s'ingérer dans les affaires de la justice, bien qu'il ait les magistrats suprêmes, il n'a que son rôle, je dirais ici, de l'arbitre, c'est-à-dire dire à la justice, fais ton travail. Lui-même a déploré les conditions de la justice, etc., même des magistrats. Et vous avez suivi son discours, il a même dit, le début de l'année prochaine, les salaires des magistrats seront doublés. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Moi, je crois ici, il faudrait consolider ce que nous avons déjà fait. Même 2-3. Dans quel secteur? Je prends la sécurité, par exemple. Nous avons fait beaucoup de choses. Je pense sur, n'est-ce pas, l'économie. Une chose de la sécurité. Mais je vous ai parlé de réforme au niveau de la sécurité. Je vous ai parlé, vous avez suivi qu'il y avait des nominations au niveau de l'armée. Vous avez suivi qu'il y a des lois qui ont été mises en place. Vous avez suivi. Mais je vous parle même de l'enseignement. Ces secteurs, aujourd'hui, c'est plus de 6 millions d'enfants qui ont repris l'école, s'il vous plaît. Ça, on ne peut pas ignorer. Il a
appliquer l'article 43 de la Constitution. Les gens vont dire les conditions. Même en management et en leadership, on vous dira, lorsque vous avez un projet, ne mettez pas d'abord l'argent. C'est d'abord la vision, le projet. L'argent vient après. Les gens ont dit les conditions, c'était quoi? Et il a d'abord commencé et nous avons eu les financements de l'extérieur, même de l'intérieur. Rapidement, troisième secteur, les acquis à préserver. Mais oui, je vous ai parlé de l'économie. J'ai parlé, il y a eu des réformes sur le plan de l'économie. Donc, il y a des choses que nous devions noter et que nous devions consolider au lieu de repartir à zéro. Je crois que ça sera détruire ces pays. Merci beaucoup, Eric Tissoaka. On va justement vous permettre de répondre à ces questions parce que je sais que déjà les acquis pour vous, il n'y en a pas. Mais qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce que Eric Tissoaka vient de dire? Mais vous savez que je ne vais pas répondre, je vais juste permettre aux Congolais de constater qu'il n'y a pas de vision en ligne d'équilibre. Vous savez, en leadership, c'est tout à fait clair. Pour être un bon leader, vous devez avoir une vision claire, limpide. Je vais vous dire la vision de Matata Ponyo-Mapon pour les 5 années à venir. Ah, on parle du discours. Ouais, je ne vais pas qu'on glisse dans la campagne. C'est dans une semaine ici. On ne va pas glisser dans la campagne. Vous aurez votre temps de dérouler ce programme. Permettre aux Congolais de comprendre. Créer les conditions pour que le Congo sorte de la catégorie des pays pauvres d'ici à 5 ans. C'est ça la vision écrite noir sur blanc de Matata Ponyo pour les 5 années à venir. Vous pouvez les lire dans le programme intitulé « Renouer avec notre destin de grandeur ». Pourquoi je le dis? Parce que je constatais que quand je posais la question, c'est quoi le programme du candidat président? On ne m'a pas donné la réponse parce qu'il n'y a pas. Nous ne sommes pas dans la campagne, vous n'avez pas posé le programme, ce n'est pas la campagne. Écoutez, je vous ai parlé de sa vision et j'ai dire que cette émission s'appelle décryptage, ce n'est pas faire campagne pour cette émission. On constate que les notes d'émission, c'est décryptage. Donc, c'est ce que vous cherchiez. Voilà, le CESAC ne va pas nous sanctionner parce qu'on a appelé cette émission... L'intitulé de la vision. Oui, c'est clair, ça doit se savoir. Ça doit se savoir. Et un leader ne peut pas venir face aux Congolais dire on va reprendre à zéro pendant que nous savons que lui n'a pas été un héros. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été en mesure de sécuriser la République. Vous savez, vous ne pouvez pas prétendre avoir des acquis quand vous avez échoué sur le plan sécuritaire. Vous ne pouvez pas prétendre avoir des acquis quand vous avez échoué sur le plan social. Vous ne pouvez pas prétendre avoir les acquis quand vous avez brillé que par les promesses non tenues. Je peux vous citer les promesses non tenues du chef de l'État actuel et on va faire 5 livres, on aura 5 tomes de ces 5 livres-là. Ça veut dire que, oui. Moi, je vous demande de citer 5. 5. Vous avez la promesse sur l'Allemagne d'Afrique. On n'a jamais été dans l'Allemagne d'Afrique. Quand je suis président, je vais installer mon QG à Goma. On n'a jamais eu. Vous savez, les militaires auront leur maison, ils vont rouler les voitures. On n'a jamais eu ça. Donc vous comprenez, on peut même s'arrêter là et les Congolais peuvent continuer. Vous savez qu'on ne peut pas prétendre avoir des acquis quand on a échoué sur tous ces plans-là. Tous les Congolais qui nous suivent sont d'accord avec nous que sur le plan social, le président de la République a échoué. Tous les Congolais qui nous suivent, et même les chefs de l'État, est d'accord avec moi que sur le plan de la justice, il a échoué. Il est d'accord avec moi. Le président de la République est d'accord avec moi qu'il a échoué sur le plan de la justice. Il a dit à tous les Congolais. Avec le recrutement de 5000 magistrats. Vous savez, les 5000 magistrats, avec plus de la moitié du même espace Kasaï. Et on s'étonne comment on énerve les sensibilités ethniques. Les choix politiques de l'Union dite sacrée vont mettre les pays à feu et à sang. Et les personnes qui ont les yeux pour voir l'avenir, ils peuvent constater que si on ne sauve pas ces pays de la malédiction de l'Union dite sacrée, on va rester sous la malédiction jusqu'à la fin du temps. Il faut exorciser la République. Ah bon? C'est urgent. Jusqu'à ce point. Il faut exorciser la République. Et aujourd'hui, l'Union dite sacrée a réussi à mettre le pays sous une malédiction. Il faut exorciser. Et cela est possible que si on renoue avec notre destin de grandeur, et nous, on décide de se réconcilier. Compte du fait que vous aussi, vous êtes sur cette malédiction. Mais vous savez... pas prédire la malédiction mais vous savez... Pour un pays où vous êtes aussi non, vous savez, citoyen. Non, mais vous savez, je ne suis pas en train de prédire la malédiction. Ne détournez pas mes propos. Et ceux qui nous suivent, s'ils vont faire les replays, ils vont constater que j'ai dit ceci, que la politique de l'Union dite sacrée est en train de mettre le pays sous une malédiction. Je vous le prouve, la malédiction de l'instabilité monétaire.
N'est-ce pas qu'on est dans l'instabilité monétaire? Est-ce qu'on peut se développer dans l'instabilité? Ce n'est pas possible. Et si on est sérieux avec les Congolais, on ne peut pas venir dire ici, il faut qu'on consolide des acquis. Et on nous cite l'école gratuite, même s'il ne l'a pas dit d'une manière explicite. Cette école gratuite-là, les acquis, sur quoi? Sur la forme, la qualité. Je vous dis, aucun ministre, même les présidents de votre parti politique, n'envoie ses enfants dans ces écoles gratuites-là. Parce qu'ils ont confiance qu'ils ont tué cette école-là. Les jours où on verra les ministres Boudimbo envoyer son enfant à l'école gratuite, on verra là qu'ils ont donné aux Congolais la qualité. Si les Congolais, vous voyez, mais si vous voyez un ministre qui met en place la gratuité, mais qui n'envoie pas ses enfants, ça veut dire qu'il envoie vos enfants, les chers Congolais, à l'abattoir intellectuel. Vous savez, il faudrait entrer dans la profondeur de la pensée qui conduit l'union du sacré. Cette pensée-là n'existe pas. Cette pensée-là, c'est le néant. Et puisqu'il faut même entrer dans le néant pour faire ressortir la lumière, Matata est capable d'aller sauver le pays et l'amener sur son destin de grandeur. Vous êtes dans la campagne électorale, Faustin Tshimanga. On va passer justement, mesdames et messieurs, nous sommes en train ici de décrypter l'actualité. Hier, le chef de l'État a dit son dernier discours pour cette magistrature devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Nous avons ici sur ce plateau Éric Tshisoaka à ma gauche et Faustin Tshimanga à ma droite. On va passer justement au deuxième sujet de cette émission qui va nous amener tout droit vers la chute de ce numéro. Processus électoral, Éric Tshisoaka, Faustin Tshimanga. On a vu les chefs d'État, les candidats présidents de la République pour les élections du 20 décembre 2023 être autour, bien évidemment, du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Et à la fin, c'est la queue de poisson. Il n'y a pas eu la signature du code de bonne conduite, que des revendications. Martin Fayoulou qui parle du fichier, qui parle de l'audit du fichier. Il y a Matata Pogno qui a parlé de moyens de transport pour permettre aux 26 candidats, il faut souligner, c'est très important, de pouvoir sillonner tout l'ensemble du territoire, toute l'étendue du territoire national. Il y a Franck Diongo qui parle de la décrispation politique. Est-ce qu'enfin on va aller à ces élections sans signer ces codes de bonne conduite? Et comment restaurer la confiance pour assurer ou maintenir un climat de paix pour ce scrutin de 2023? Je vais vous commencer par, en répondant à votre question, je vais vous dire que la crédibilité ne s'achète pas. La scène ne peut pas... Je vais rappeler qu'il y a aussi Félix Tshisekedi qui a évoqué aussi certaines revendications, entre autres le monnayage, bien évidemment, des cartes d'électeurs. Mais il fait semblant d'ignorer. Vous le savez qu'il essaie depuis très longtemps. Depuis la constitution du bureau de la CENI, le président de la République est d'accord avec nous que la justice n'a pas fait son travail. Et là, c'est l'édition de justice que lui-même a été d'accord avec nous, que nous disons, sur les antennes des télévisions et des radios, que la justice est l'échec patent de l'Union du Sacré et de son président et de son candidat. Vous voyez, pour revenir au processus électoral, le processus électoral, dès le départ, est teinté des irrégularités. Ça, les acteurs et les partenaires de la CENI sont d'accord. Et vous allez vous souvenir que Matata Pogno Mapon, puisqu'il est prévoyant, il avait adressé une correspondance au président de la CENI où il avait décrié notamment la disparition de certaines données de l'ère opérationnelle 1 et 2. Et ça a été repris par d'autres candidats. C'est une réalité qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire votre duplicata, on vous demande de l'argent. C'est une vérité aujourd'hui que quand vous partez pour faire votre duplicata, on ne retrouve pas votre nom sur la liste. Et donc, on vous oblige à remplir... Sur le fichier, sur les fichiers, on vous oblige à remplir les fiches pour recommencer votre enrôlement. Donc, la CENI aujourd'hui est en train de faire un autre enrôlement des Congolais. Vous comprenez? Donc, on n'arrive plus à suivre... C'est que la CENI a nié, il faut aussi le souligner. Mais en fait... il ne pourra jamais dire la vérité aux Congolais. Mais nous savons que nous sommes prêts à surveiller les pas du président de la CENI. Pourquoi? Parce que nous sommes partenaires de la CENI. Nous devons surveiller. Justement. La confiance n'exclut pas les contrôles. C'est comme ça qu'au LGD, nous sommes en train de préparer nos témoins, nos observateurs. C'est le travail à faire.
Nous avoir sommes des témoins. Croyez-moi, nous sommes en train de préparer les témoins et nous sommes aussi en train de faire un travail d'apprêter les dossiers qui vont nous permettre de faire la remise et reprise avec le président Félix Tshisekedi. C'est en préparation. Nous sommes prévoyants. De la même façon que Matata Ponyo Mapon, avant d'aller déposer sa candidature, il avait apprêté son diplôme. Dans les dossiers, il y avait tous les diplômes de Matata. Il y en a plusieurs, hein, vous le savez. Il y a plusieurs diplômes. Mais d'autres candidats qui ne sont pas prévoyants C'est pas ça les débats. se sont rassurés. Vous êtes quand même d'accord avec moi. C'est important de les savoir. C'est important d'insister sur ça. Parce que les Congolais Si on doivent va savoir... rassembler les diplômes de tous les candidats, on va avoir un tas de dossiers ici. Oh, mais vous savez, il y a des candidats qui n'ont pas pu avoir les diplômes dans leur dossier. Mais bon, puisque la loi permet à ce que l'expérience professionnelle puisse... Donc, on les comprend. Mais on note juste que dans les dossiers de Matata, il y avait tout. Même ces plus multiples diplômes. C'est important. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Parce que si on veut mettre l'école gratuite, il faut quand même faire vous revenez encore sur ça. C'est important. C'est lié au processus électoral. On revient au processus électoral selon la forme dans laquelle vous voulez qu'on en parle. Mais les diplômes, la gratuité de l'enseignement, c'est lié. Parce que quand on veut aller voter, on part dans les écoles. On est d'accord. Mais si les écoles là sont de mauvaise qualité, comment on va aller avoir des conditions pour aller voter? Donc c'est lié. Il ne faut pas délier l'éducation des enfants aux élections. Parce que nous allons aller voter pour justement aller vraiment vers la chute. Voilà, nous allons chuter pour dire ceci, que le parti LGD est prêt pour les élections, mais pas les élections chaotiques. Mais avec on n'a pas signé le code de bonne conduite. Mais est-ce qu'elle s'est préparée la contestation carrément? Vous savez, moi je ne vous pose pas la question, mais on s'interroge avec moi qui nous suit. Est-ce que le président de la CENI a signé le code de bonne conduite? Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il est en train de bien se conduire? Parce que l'IGF ne le contrôle pas. Ah, mais c'est pas ça le débat. Ah, oui, c'est ça le débat. L'IGF contrôle que là où il y a les intérêts. L'IGF ne contrôle pas bien l'organisation du jeu de la francophonie. L'IGF nous dit qu'il n'y a pas eu de détournement, mais les ministres des Finances nous affirment que les chiffres ne correspondent pas. C'est ça la dépassement et non. Mais vous savez, selon ce qui était prévu et ce qui a été dépensé. Vous savez, les Jeux de la francophonie ont coûté plus que la Coupe du Monde. C'est ça la réalité. Oui, Qatar a coûté 6 milliards, il ne faut pas oublier. Non, mais regardez les chiffres. 6 milliards de dollars américains. Regardez les chiffres. La Coupe du Monde a coûté moins cher que les Jeux de la francophonie. Comment ça? Organisés au Congo pour nous donner les lumières dans une journée. Et on nous donne les lumières et on ne donne pas les lumières et l'électricité aux Congolais. C'est ça la réalité, c'est ça l'état de la nation, puisque on parle de l'état de la nation. Le processus électoral, c'est pour permettre aux Congolais de choisir un nouveau président. Un nouveau dirigeant, justement. Il y aura un nouveau président de la République. Et des nouveaux députés, des sénateurs. Effectivement, mais il y aura un nouveau président de la République qui viendra avec une vision. Nous avons une vision renouée avec notre destin des grandeurs. Ça, c'est dans et les Congolais se sont habitués à écouter ça parce qu'ils sont en accord avec cette vision-là. On va revenir quand le CESAC ne pourra pas nous faire taire pendant qu'il laisse la bouche ouverte à l'Union du Sacré avec leurs pancartes. Nous, nos pancartes ont été enlevées dans la ville pendant qu'on ne faisait pas campagne. Mais on voit les chefs de l'État qui a les moyens de l'État. Visiblement, ça va être vraiment dilapidé pendant cette campagne. Merci beaucoup, Faustin Chimanga. Eric Chiswaka. Les élections, enfin, nous préparons le chaos. Le code de bonne conduite n'a pas été signé. Même le chef de l'État a émis ses revendications. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Vous savez, co-débatteur, je vais revenir un peu en arrière parce que moi j'aime balayer. J'aime pas que certaines choses passent comme ça. On me dit certains toilettage. Ouais, il faut que je les fasse quand même. Il est balayeur. Oui, c'est comme ça. Il faut nettoyer lorsque la cour est sale. Alors, il parle pour lui. Oui, c'est vrai, il voulait parler des projets de société. Hein, il a présenté les projets de société. Il me demandait, moi, les projets de société de Félix Tshisekedi. Parce que moi, j'ai parlé de la vision de la gouvernance, puisqu'il est président. J'ai parlé comme président, pas comme candidat président. Maintenant, je vais le démontrer que c'est peut-être qu'il n'avait pas écouté. Vous savez, lorsque Tshisekedi, candidat président, est allé déposer sa candidature, il était clair. Et lui, il nous parle d'une vision, voilà, il était clair. Il a même présenté sa vision facilement et les gens ont compris. Il dit renaissance, développement et crédibilité. Ça dit tout. Puisque lui voulait, quand il parle il voulait que le titre, quoi, c'est ce qu'il cherchait. C'est une vision qui est coulée sur un programme. Tout à fait.
Je crois que maintenant, vous allez le dire, puisque la campagne, il lance officiellement sa campagne, je crois le 19. Je ne vais pas faire la publicité ici, puisque lui a déjà fait la publicité de son candidat. Moi, je respecte le CESAC, je respecte les principes. Donc, la campagne, les panneaux, là, ont la respecté les campagne principes. électorale commence. Non, mais ne la soyons campagne pas, électorale, ne faisons pas semblant la d'ignorer campagne réalité. électorale commence le 19. Laisse le Moi, je suis précis. Je ne suis pas en train de tergiverser. Ça, c'est du populisme. Alors, je vais... voilà. Alors, Très modeste. il dit ici, il parle de diplômes, etc. Lorsqu'on est allé déposer les candidatures, on a présenté les diplômes. Et puis voilà, voilà. Oui, Matata a présenté. Il est très intelligent, ces diplômes. C'est ça même ce qui a fait que le projet des Bukangalos produise une université privée. Voilà la puissance des diplômes, de la stratégie. Une université privée. Allez-y à l'université de Kindu, regardez l'université de Kindu, une université officielle et un truc privé créé sous Matata. C'est ça la valeur d'un diplôme, mon cher collègue. Et nous comprenons cette valeur. Il a parlé de l'IGF maintenant. Oh non, il est incapable de dire qu'il y a le détournement. Écoutez, c'est encore en économie. Moi, je suis économiste de formation, j'ai fait l'économie de gestion pétrolière. Un dépassement budgétaire n'est pas un détournement, ne signifie pas qu'il y a un détournement, mon cher collègue. Il faut aller apprendre, il faut comprendre. Certes, dans le rôle du ministre des Finances, il a parlé d'un dépassement budgétaire, ce qui avait été prévu, voilà ce qui a été fait. Mais ce n'est pas aussi une excuse, des dépassements. Non, mais c'est en fait... diriger, c'est prévoir. Non, mais écoutez, quand on je vais vous donner un exemple facilement. Qui savait qu'on aurait le Covid ou la Covid? Ça dépend. Non, je donne un exemple, je donne juste un exemple. Puisque vous vous souviendrez, lorsque cette pandémie s'est présentée, nous avons mobilisé des moyens sur le secteur de la santé. C'est-à-dire ce qui avait été prévu dans la répartition, lorsque vous savez quand on présente le programme du gouvernement, voilà, on dit tel secteur, ce qui avait été prévu n'était plus le cas. Il y a eu même le dépassement de ce qui avait été prévu. Ce n'est pas les détournements. Quand il y a un cas précis, etc., on dépasse et on justifie cela, mon cher collègue. S'il y a des détournements, on présente, voilà, parce que les détournements, c'est quoi? Je te donne de l'argent pour faire X choses, tu ne le fais pas. Ou ce qui avait été demandé, tu as, même dans la surfacturation, on peut... Processus électoral. Voilà. Alors, je rentre dans sa processus électoral. Nous allons Code de bonne conduite. Code de bonne conduite, c'est juste pour que chaque candidat président comprenne la valeur des élections et que chacun soit patriote. Ouais. Nous voulons préserver l'unité de notre pays. Ici, écoutez, la CENI n'est pas, comment dirais-je, le ministère des Finances ou quelque chose comme ça. Non, non, la CENI, elle est indépendante. La CENI est dans son rôle. J'ai aimé Tshisekedi s'est présenté comme candidat président. Il n'était pas là-bas comme président, mais comme candidat président. Si cela était organisé sous Kabila, je pense moi que Kabila ne devrait pas se présenter. Il devrait présenter son directeur des cabinets, puis c'est dans son rôle, il est fait comme ça. Mais vous voyez, un chef d'État qui est venu, en fait, je vous ai dit, c'est un humain. Lui, être chef d'État, c'est une fonction et tout, ça va passer. Mais vous sentez que c'est là. Qu'est-ce que j'ai dit? Katumbi, lui, il n'était pas là. Donc, nous avons vu ce qui a été fait de l'autre côté. Je crois qu'il y a des questions qui ont été posées, des questions pertinentes. Tout le monde a posé des questions, même sur les duplicata, les cartes d'électeurs. Tout le monde. C'est pas Tshisekedi qui produit les cartes d'électeurs, les duplicata. C'est pas lui. Voilà. Il vous dit que la CENI est indépendante sur son rôle. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite, vous le savez. S'il y a des choses qui ne marchent pas, on peut toutefois dire, non, écoutez, ici, lorsque vous rédigez vos mémoires, ou que nous rédigeons, il y a des moments où on écrit les errata, ou ceci, peut-être la forme n'était pas bien, on vous dit après délibération, il faudrait travailler la forme. En fait, c'est l'œuvre humaine, en fait. Voilà pourquoi il y a des revendications de chaque candidat président. Tout le monde a parlé. Tshisekedi était la première personne à parler du monnayage, pendant que les autres ont parlé du fichier, d'autres... Voilà, tout le monde a déploré. Et Fayoulou a déploré. Donc, alors vous n'allez pas dire que la CENI est gérée par Tshisekedi. Non, écoutez, il faut que nous soyons vrais. Moi, je vous dis que c'est vrai, puisqu'aujourd'hui, vous avez quand même un Tshisekedi, chef d'État, qui est humain. Donc, je crois si les codes de bonne conduite, parce qu'il y a eu des revendications. C'est un élément important pour très important. La il y a eu des revendications, il y a eu des revendications que nous acceptions, que tous avions acceptées. Alors, ces revendications ont été adressées au président de la CENI. C'est à lui de répondre à toutes ces questions et à ces problèmes qui sont posés. Lorsque ces problèmes seront résolus, je crois que les acteurs politiques, les candidats vont encore se présenter. C'est pas encore tard. Pas le temps. Non, mais écoutez, je crois que la CENI doit maintenant répondre à cela. Mais au cas où le code de bonne conduite n'est pas, je ne sais pas signé. Je ne sais pas si dans la Constitution il est dit si le code de bonne conduite
n'est pas signé par les candidats présidents, il n'y aura pas élection. Non, ça veut dire qu'il y aura élection. Nous allons... Non, il n'y a pas de main, puisque le peuple est souverain. Ne pensez pas que la population n'est que dans l'opposition. Le peuple est souverain. Hein? Voyez-vous, je crois que cette population est mature. Il sait qui est qui fait quoi. Donc, il n'y a pas un texte dans la Constitution qui dit aux candidats députés nationaux, si vous ne signez pas... Non, nous allons aux élections et nous allons suivre la publication des élections par la CENI, bien qu'il y ait un candidat de l'opposition qui a dit, lui, écoutez la réflexion, il dit, moi, je ne vais pas avoir les résultats de la CENI, je vais avoir les résultats de la CENCO. C'est écrit où? Voilà un peu encore un désordre dans la pensée des autres. Nous attendons la CENI faire son travail, et je crois, et je suis conscient que les élections seront organisées en 2023, le 20 décembre, et des très bonnes élections. Merci beaucoup Eric Tshisoaka, merci beaucoup Faustin Chimanga d'être passé ici sur Géopolis Télévision, contribuer à cet éclairage que nous donnons souvent à l'opinion et à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Si vous nous avez reçus, c'est justement parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, notamment Béni Fombo, Noël Tunda, Lys Pemba, il y a aussi Giscard Tamba, Stanisamba, ils sont nombreux. Merci à vous, chers téléspectateurs, une fois de plus. Et je crois que pour nos invités, ça ne sera pas la dernière fois, Faustin. On revient quand vous pouvez nous inviter. Et Eric Tshisoaka, j'ai aimé l'état que vous avez, comment vous avez, l'esprit républicain qui vous a animé ce soir. Merci pour cela. À vous, chers téléspectateurs, on va nous revoir pour un prochain numéro avec des nouveaux invités. Au revoir.